Bonjour. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier tous ceux, ce qui inclut toutes celles, grammaticalement parlant, qui, continuent de regarder cette petite chaîne et un bonhomme qui sait, pas filmer, pas cadrer, qui une fois sur 2 positionne mal son micro et vous continuez, je vous en remercie vivement. Et c'est bien de soutenir les amateurs passionnés qui ont vraiment envie de partager. Le sujet de cette vidéo n'est pas réellement nouveau, sur cette chaîne, mais je vais essayer d'être un peu plus précis. Heu, Encore une fois, je vois dans des commentaires de chercheurs, aguerris, hein, qu'il y a toujours la même difficulté à lâcher, hem le moi-je qui souffre. Alors en préambule, je voudrais dire que effectivement, si on a des troubles, psychiatriques ou psychologiques, évidemment qu'il faut être suivi selon moi, hein. Moi, je suis pas un spécialiste, mais je vois pas pourquoi on serait suivi pour des troubles physiques et pas pour des troubles mentaux ou psychiatriques. Ça n'enlève rien à la possibilité de comprendre de quoi il s'agit dans la non-dualité. Et pour ma part, n'étant ni psychiatre ni psychologue, je demeure convaincu que sauf cas de démence, et encore, j'en sais rien, je demeure convaincu que la présence guérit tout, absolument tout, dans le sens où elle guérit du besoin de guérir, comme je l'avais déjà dit. C'est-à-dire qu'elle nous permet de bien voir ce qui relève de moi-je et qui est très largement imaginaire, même quand il y a des causes identifiables, mais les causes appartiennent à la relativité, pas à l'absolu. Et souvent, ces causes sont des interprétations imaginaires. Alors elles peuvent sembler valables, elles peuvent même être validées par le plus grand nombre, voire par des experts. Pour autant, ça vaut la peine de vérifier en soi-même. Je suis de ceux qui considèrent que la présence nous guérit, mais nous guérit vraiment. Elle nous guérit de moi-je. Ça ne veut pas dire que moi-je n'aura plus des troubles mentaux, psychiatriques, physiques, émotionnels, etc. Mais ça veut dire que la présence qui constate tout ça n'en est pas affectée. De ce fait, moi-je va de moins en moins être stressé. Et plus moi-je s'effacera ou s'imbibera de cette présence ou se laissera, comment dire, imprégner de cette présence, moins il sera stressé, moins il aura de doutes, hein, moins il se racontera des histoires telles que, voilà le genre d'histoire qu'on se raconte, il va falloir beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, peut-être même beaucoup de chemins thérapeutiques, voire de développement personnel. Il faut d'abord soigner l'ego avant de... On entend ça beaucoup, hein. Il y a même des enseignants spirituels renommés qui tiennent ce genre de propos. Je suis carrément non pas en opposition, mais sur quelque chose de totalement différent. Pour moi, l'ego, il n'existe pas. Il n'a pas de substance réelle. En ça, je serais presque un disciple du Bouddha. Je me refuse à dire bouddhiste parce que je trouve ça réducteur. Et comme je ne le suis pas en plus, voilà. Mais pourquoi pas un ami du Bouddha? Et en ce sens-là, oui, Bouddha n'a jamais rien dit d'autre, hein. Il a dit, il n'a pas arrêté de parler de 3 caractéristiques constantes: l'impermanence, que Ajahn Chah traduit parfois par
l'incertitude, très bonne interprétation d'ailleurs, euh, l'insatisfaction, dukkha, l'insatisfaction, la souffrance, la frustration, et enfin l'absence de soi, l'absence d'un moi-je. Alors évidemment, ces propos choquent ceux qui sont tellement identifiés à leur histoire personnelle, à justement ce moi-je et tout ce qui s'y rapporte, qui trouvent ça choquant, voire délirant. Et c'est précisément exactement l'inverse. Ce qui est non pas choquant, mais pas non plus délirant, mais absurde, c'est de prendre moi-je pour la réalité. Si c'est le cas, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps qu'il faut, même si ça ne relève pas du tout du temps, pour observer en soi-même ce moi-je. Et il ne peut pas résister à une véritable observation. S'il résiste, c'est que ce n'est pas de l'observation, c'est de la pensée. La pensée qui est la même chose que moi-je. Moi-je, c'est une pensée, parmi d'autres pensées. C'est une pensée un peu particulière du fait que cette pensée se prend pour le penseur. Donc celle qui serait le réceptacle, pour ne pas dire la victime ou l'auteur de toutes les pensées autres que moi-je. C'est évidemment absolument pas le cas. Et encore une fois, moi-je ne résiste pas à l'observation non réactive, impartiale, l'observation sans référence, l'observation pure au sens où on n'y rajoute justement pas moi-je et ses jugements, ses interprétations, ses commentaires. L'observation intemporelle, ici même, maintenant. Vous trouvez moi-je, vous? Et toutes les histoires de moi-je sur sa souffrance, ses difficultés, ses traumatismes, si vous les laissez tranquilles, que vous ne les alimentez pas, que vous ne les redoutez pas, que vous n'imaginez plus qu'ils sont un problème, qu'est-ce qui se passe pour vous, là, maintenant, tout de suite? On peut immédiatement reconnaître qu'on n'est pas moi-je. Et quand on reconnaît qu'on n'est pas moi-je, au début ça peut être fugace, surtout si on croit fermement en moi-je et toute son histoire. Mais plus on va se laisser aller à la présence, et plus moi-je va perdre de sa superbe et de sa nuisance. Parce que quand il nous fait souffrir, c'est-à-dire quand on croit qu'on est un moi-je qui souffre, évidemment qu'on souffre. Et même si de mon point de vue, cette souffrance est très largement imaginaire, elle est vécue comme étant bien réelle. Donc pour découvrir, comme je le disais, et comme beaucoup d'autres le disent, que la présence nous guérit de moi-je, il est impératif d'apprendre à observer. Il ne suffit pas de s'asseoir sur un coussin ou de passer un quart d'heure, une demi-heure, une heure, une journée à ne rien faire d'autre, ce que les gens appellent méditer. Non, c'est tout au long de la journée, constamment y revenir. Chaque fois que l'occasion se présente à nous, qu'il y a un rappel, il est où moi-je? C'est quoi moi-je? Il va se défaire de plus en plus. Bien sûr que moi-je va rester, il restera tout le temps de notre vie. Du moins, c'est ce qu'il me semble encore aujourd'hui. Et j'en suis convaincu. Hein. Mais même si moi-je est là, il sera à sa place. Et comme il sera plus un usurpateur d'identité, qui sera démasqué, si on veut, ben, il sera à sa place. Et à sa place, il aura son efficacité.
On en a vraiment besoin pour fonctionner dans le monde. Mais intérieurement parlant, même si ce n'est pas l'intérieur, disons du point de vue de l'absolu ou de la présence ou de l'espace infiniment ouvert, du point de vue du soi ou de la conscience, moi-je est totalement inutile. Il est plutôt le cheveu sur la soupe. Mais Dieu merci qu'il y ait ce cheveu sur la soupe, parce que c'est ce qui va nous demander peut-être d'aller voir. Tiens, c'est quoi ce cheveu qui empêche de reconnaître ou de voir? C'est quoi l'arbre qui cache la forêt? L'arbre, c'est moi-je. La forêt, c'est la présence immense, illimitée, que nous sommes tous, qu'on en ait conscience ou non. Donc, à moins d'avoir des véritables problèmes psychiatriques, il n'y a absolument aucune raison qu'on se cantonne dans la souffrance, ou dans la frustration, ou dans l'insatisfaction, ou dans la tristesse, ou dans le chagrin, ou dans le malheur. Tout ça a sa place au sein du champ de la conscience. Mais on ne l'alimente pas, on n'essaie pas de l'éliminer. Du coup, c'est comme les nuages, ça fait que passer à travers le ciel de la présence. Voilà, j'ai assez parlé. Je pense, j'espère que mon propos est suffisamment clair. Et si vous le voulez bien, sans réfléchir à tout ce qui vient d'être dit, même s'il peut y avoir un écho, je vous invite à ce qu'on passe un moment ensemble en silence, sans rien faire, sans rien chercher, sans rien attendre, juste être ouverture. Je vous remercie. À bientôt.